Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Benjamin Weyens, coordinateur du réseau des études bruxelloises qui co-organise ce colloque avec la faculté d'architecture et avec le soutien du service des relations extérieures de l'ULB. Alors, ce colloque intitulé « Regard rétrospectif et prospectif sur le campus » se tient en 2 journées avec, grosso modo, hier, on a passé notre journée à un peu refaire tant l'historique finalement du campus, mais aussi des logiques de financement de ces grosses infrastructures urbaines avec toute une série d'exposés. Et aujourd'hui, on aura une approche peut-être un petit peu plus prospective, même si en fait on va aussi essayer de montrer des exemples concrets de choses et d'évolutions et d'outils possibles. Alors pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais commencer par faire un rapide résumé de la journée d'hier. Alors je vous rassure, je ne vais pas le faire in extenso, je vais plutôt prendre exposé par exposé certains points saillants qui sont apparus au cours de la journée d'hier. Alors tout d'abord dans l'histoire architecturale du campus, avec une forme d'éclectisme, mais qui s'explique aussi, je dirais, par une construction très progressive, je dirais, en suivi de la croissance des étudiants, mais aussi en suivi de l'évolution des fonctions des universités. Donc le bâtiment originel, je dirais, du campus de Solbosch, le bâtiment U, bâtiment industriel, clairement inspiré d'un tissu d'usine, est là aussi parce que finalement, quasiment, je vais dire, avec une demande de l'extérieur, on a une logique. Ah, on se fait attaquer par des parasites, voilà. On se fait bâtir aussi sous la pression, je dirais, du monde industriel belge, des sociétés d'ingénieurs qui veulent intégrer ces formations techniques dans l'université, et ça traduit par en fait un nouveau campus qui est celui de Solbosch, qui sera très vite ensuite, je dirais, doté d'un bâtiment beaucoup plus emblématique, beaucoup plus symbolique avec son beffroi. Et ce qui illustrait aussi une sorte d'aller-retour qui s'observe beaucoup sur le campus entre finalement des bâtiments relativement fonctionnels, marquant finalement assez peu la fonction universitaire, et d'autres bâtiments ayant une portée symbolique forte, et ceci de manière parfois extrêmement contiguë. Alors, l'exposé de Perspective Bruxelles a montré aussi la particularité de Bruxelles comme ville universitaire. Alors, particularité, je dirais, dans le monde, c'est que Bruxelles est la plus grosse ville universitaire de Belgique, mais évidemment avec cette fonction universitaire qui est, entre guillemets, noyée dans toute une autre série d'autres fonctions universitaires, non universitaires. Pensons à l'administration, pensons à la résidence, ce qui différencie évidemment beaucoup de petites villes universitaires, comme par exemple Louvain, où la présence de l'université va être beaucoup plus marquée. Ce qui pose évidemment toute une série d'enjeux spécifiques où je dirais, certes l'université est un gros enjeu en termes urbanistiques urbains, mais n'a pas le poids relatif que d'autres universités peuvent avoir dans leur ville en matière d'aménagement. On y rajoute évidemment la petite couche, la Brussels touch, avec évidemment des campus qui ont l'art d'aller jouer avec les limites administratives entre communes, voire aux limites de la région, si on sort du scope du Solbosch et qu'on va voir du côté d'Erasme, de la ZVUB ou de l'hôpital universitaire de l'UCL, ou même du CERIA d'ailleurs, qui est finalement aussi un des 4e campus, gros campus bruxellois en tout cas, fonctionnant comme ça. Alors, avec des projets qui se concentrent quand même, quand on a... Moi, ça m'est une carte qui m'a frappé, hein, la carte sur les zones prioritaires de la région, qui intègre toute une série de nos campus, mais pour la plupart, les campus les plus modernes, ceux où il reste, entre guillemets, un peu de vide à aménager, ceux où il reste des pelouses entre les bâtiments, et le Solbosch, qui n'est pas intégré dans ces espaces-là, considéré probablement comme entièrement bâti et ne faisant pas l'objet de besoins de planification spécifiques. Alors, ensuite, dans la journée, on a abordé le nerf de la guerre, parce que les briques, c'est avant tout des tas de billets. Et donc, ces campus, il a fallu les financer. Campus du Solbosch qui émerge avant tout d'un financement, on va dire, privé, avec des soutiens de pouvoirs publics qui se mettent en garantie, des fondations liées notamment à des fonctions humanitaires de la Première Guerre mondiale
dont on va finalement récupérer les montants inutilisés pour développer les campus, avec évidemment là derrière toute une série d'acteurs clés, notamment Francky, qui dans le monde scientifique continue à dire des choses, ne fût-ce qu'au travers du prix, et qui finalement permet le lancement du développement de ce campus, et notamment l'arrivée de sa façade symbolique qui est le bâtiment A sur l'avenue Franklin Roosevelt, mais aussi d'autres développements, les cités universitaires de logement, des choses comme ça. Alors, nerf de la guerre aujourd'hui, où finalement le système de financement des universités a largement changé pour aller vers un financement public au travers de la communauté française. Financement public qui, disons franchement, a augmenté récemment, mais évidemment pas du tout dans la mesure de la croissance du nombre d'étudiants, ce qui arrive à une baisse de financement par tête d'étudiants spectaculaire qui se fait évidemment, je dirais, qui augmente très fortement la compétition sur ce qu'on pourrait appeler les frais de fonctionnement de l'université. Ce n'est pas tout à fait que des frais de fonctionnement, mais en gros, il y a une partie qui n'est pas affectée au personnel puisqu'il y a un maximum qui peut être affecté au personnel. Il reste une tranche qui peut être utilisée, entre guillemets, aux autres fonctions et dans laquelle la compétition, évidemment, entre les choses à faire sont de plus en plus. Alors, quand même, c'est un chiffre qui n'a pas été cité hier, mais je me permets de le citer parce que vous l'avez dans le petit guide qui vous a été distribué à l'entrée, et Jean-Paul Lambert, ancien recteur de l'Université Saint-Louis, me l'avait même montré. On arrive tout doucement, alors ça va peut-être un peu faire mal, mais aujourd'hui, le financement d'un étudiant par tête de pipe universitaire est occupé de converger vers le financement d'un étudiant de l'enseignement secondaire. Donc on est dans une situation qui est en gros au niveau de l'OCDE. On a les étudiants universitaires parmi les moins bien financés. On a cité les niveaux de la Turquie hier, si je me souviens bien. Et à côté de ça, on a un système secondaire qui est parmi les plus chers de l'OCDE en Belgique. Alors je ne reviendrai pas évidemment sur tous les mal et travers de l'enseignement en Belgique, mais Dirk Jacobs, dans son exposé de l'après-midi, a quand même aussi souligné comment on ne peut pas voir l'université, en tout cas sur la matière d'enseignement, comme déconnectée de l'enseignement secondaire, et évidemment que aussi toute une série de financements liés de difficultés, c'est la massification du nombre d'étudiants, c'est aussi une transformation de la composition du nombre d'étudiants. Alors, principale transformation qui est très visible sur nos campus, mais qu'on ne présente pas toujours comme ça, c'est qu'évidemment, la massification, c'est avant tout une féminisation de nos étudiants et étudiantes. Et d'ailleurs, on devrait systématiquement dire étudiantes, parce qu'on en a aujourd'hui dans beaucoup de filières nettement plus que d'étudiants tout court. Et donc, on a là des transformations. On a aussi un élargissement, je dirais, en termes de base de formation. On est quand même passé en 3/4 de siècle d'une université qui avait une fonction, on peut le dire très clairement, élitaire, à une université qui devient accessible à beaucoup plus de monde, ce qui est probablement énormément positif, mais pose aussi des questions aujourd'hui de compétition, y compris entre les universités, puisqu'à partir du moment où on n'accède plus, la question n'est plus d'aller à l'université, mais parfois d'aller dans quelle université ou dans quelle formation à l'université pour avoir le diplôme le plus valorisable sur le marché de l'emploi. Ce qui évidemment pose des questions, puisque vous devez à la fois absorber, je dirais, une fonction je dirais quasiment de service d'enseignement qui est de plus en plus universaliste, tout en, sur d'autres dimensions, par exemple la recherche, par exemple certains masters, devoir être compétitifs dans un système de compétition internationale de l'université. On se doute bien que ça ne génère pas forcément les mêmes choix budgétaires et que donc l'université est là pris entre toute une série de contraintes. Alors, Kim Oesterling nous a souligné combien, ma foi, sur les grandes tendances, on voit quand même où on peut aller, on peut planifier, ou essayer de planifier en tout cas sur le long terme, mais en fait les vrais enjeux sont ce qu'il a qualifié, je pense, des chocs à court terme. Pensons à la crise Covid, pensons à l'augmentation des factures, mais il nous a aussi souligné toute une série d'autres risques que je qualifierais quasiment de risques géopolitiques,
quand le ministère français de l'Éducation éternue et change une règle d'accès pour les étudiants français en France, ça se ressent relativement vite dans nos formations en Belgique. Et donc, je veux dire, on a là toute une série de faits qui rend évidemment le grand écart entre se dire qu'on va essayer quand même d'investir, de planifier pour le long terme, tout en ayant constamment une série de crises, entre guillemets, à gérer à court terme, ce qui évidemment n'est pas facile à gérer en termes de ressources humaines, mais évidemment encore moins en termes d'infrastructures, puisque là on est parfois avec des délais de réalisation importants, ce qui pose la question de nouveaux types d'infrastructures, des infrastructures temporaires, on a commencé à en installer sur nos campus, des infrastructures peut-être plus multifonctions, pouvant être réorientées extrêmement rapidement, aussi des formes d'externalisation, quelque part. Heureusement qu'il y a des bureaux vides et des immeubles de bureaux et des banques qui ont des auditoires vides dans la ville pour parfois nous soulager, mais évidemment, on n'est pas les seuls à courir derrière, puisque d'autres universités présentes à Bruxelles ont aussi ces contraintes. Alors, en fin de journée, Nicolas Doty nous a montré comment les missions de l'université ont évolué sur les temps longs. On est remonté à la création de l'université de Bologne dans des temps très longs, mais montrant finalement un schéma qui est celui de l'accumulation des choses à faire. On part finalement d'une université de format relativement réduit, très formant des élites urbaines, dans des matières limitées, la théologie, la médecine, la philosophie, qui progressivement vont se voir adjoindre toute une série de fonctions, avec notamment au XIXe siècle, avec l'industrialisation, une demande forte de la société et des industriels. Ce n'est pas un hasard si on a des monsieur Solvay qui ont leur nom un petit peu partout autour du campus de l'université, qui vont venir avec des demandes de formation, cette fois-ci d'élite technique. C'est l'apparition des écoles polytechniques, c'est l'apparition des écoles de commerce, leur intégration progressive dans l'université, qui va aussi faire rentrer la fonction recherche de manière spectaculaire au travers de l'arrivée des labos, y compris des labos de sciences dures dans les universités. Ceci sans oublier évidemment la technicisation forte du monde de la médecine qui va générer des hôpitaux universitaires. Je rappelle quand même historiquement pour l'ULB Saint-Pierre, avant de faire des grands hôpitaux dans les années 70 en seconde couronne, on peut aller jusqu'à New Bordeaux quand on voit, souvent les budgets sont partiellement dissociés entre hôpitaux et universités eux-mêmes, mais si on fait des budgets consolidés en intégrant les hôpitaux, par exemple, dans les universités, on arrive à des très, 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 très grosses structures financières, mais aussi urbanistiques. Alors, série de contraintes qui vont aussi se traduire par de nouvelles approches de financement, parce que finalement, je caricature au départ, les étudiants payent leurs profs, ça c'est la structure du Moyen-Âge. On voit qu'après, on va avoir une série d'industriels qui vont investir finalement pour aider les universités à créer leur campus, à créer des formations au moment de la révolution industrielle, avec, Kenneth Bertram l'a souligné, le rôle important de la Société Générale de Belgique, notamment dans les premières tentatives, dans les premiers financements de l'ULB. Je rappelle quand même la Société Générale de Belgique, alors on l'a un peu oublié, mais la Société Générale de Belgique, c'était plus que le ministère de l'économie en Belgique, c'était vraiment le contrôle d'une bonne partie de l'appareil industriel belge à la fin du XIXe siècle. Et je vous rappelle quand même qu'au XIXe siècle, la Belgique est une des nations dans le top 10 mondial sur le point de vue économique. Donc on parle quand même d'une grosse chose. Alors aujourd'hui, tout ça a parti en déliquescence dans les années 80, mais on voit bien quand même ce lien très fort entre université et monde industriel et des sciences en Belgique. Alors après, évidemment, dans les années, je dirais, à l'après-guerre, on va passer dans un système de financement public, mais avec évidemment aussi toute une série, je dirais, tant que tout va bien, jusque dans les années 70, ma foi, ça ne se passe pas trop mal. Et puis après, évidemment, va se reposer la question de la diversification des financements de l'université, avec évidemment cette contrainte d'aller chercher des financements aussi dans d'autres domaines, qui va par exemple beaucoup toucher la recherche, et qui va poser toute la question de la valorisation, d'abord économique,
du savoir présent dans les universités. Et puis, plus récemment, je dirais, avec l'émergence, mais on en parlera largement aujourd'hui, des enjeux sociétaux, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, on va se poser la question de la valorisation finalement sociétale globale du savoir universitaire pour faire face à nos gros enjeux. Alors vous voyez, on charge la barque au fur et à mesure. On fait apparaître de nouvelles fonctions dans l'université, des enseignants, des chercheurs, alors les étudiants étaient là, de plus en plus de valorisation. On complexifie aussi le parcours universitaire qui nécessite beaucoup plus de gestion administrative. On multiplie le type d'espace. On a des étudiants plus divers qui, par exemple, nécessitent un plus gros investissement dans les services sociaux. On a la question du logement universitaire qui se pose. On a l'arrivée des étudiants mobilité étrangère qui génère toute la question du logement pour des étudiants qui éventuellement ne viennent qu'un semestre dans le cadre d'Erasmus. Enfin, voilà, on a plein de contraintes. Donc on charge la barque finalement de ces universités et donc indirectement de ces campus qui finalement créent des universités comme étant des systèmes extrêmement complexes à gérer finalement dans un système complexe qui est une ville comme Bruxelles. Et donc ça, c'est peut-être la petite touche top of the layer auquel l'ULB a peut-être à faire face plus que d'autres universités. Vous rajoutez les couches régionales, les couches communales, voire les couches communautaires, puisqu'on essaye quand même de faire des économies d'échelle avec nos partenaires de l'ULB et de la VUB, mais que ça ne va pas forcément toujours être facile de transférer des sous ou de les mettre en commun. Voilà. Alors Marius Gilbert a terminé la journée en soulignant aussi l'importance du rôle, je veux dire, communicationnel de l'université, donc d'arriver à vraiment faire une médiation, pas que vers le monde de l'entreprise, pas que au travers de nos étudiants, mais au sens large de la société, avec toute une série d'approches qui vont depuis des médias qui n'ont pas de contraintes très fortes sur les espaces bâtis, jusqu'à des vrais outils physiques, parce que certains savoirs ne peuvent se transférer physiques. Passons par exemple, un vieux serpent de mer, on va dire, à l'ULB, qui est la question de la gestion des musées et de toute une série de collections dont certaines mériteraient peut-être un peu plus de valorisation, mais dans un contexte où, évidemment, les missions à faire sont multiples. Voilà pour le résumé de la séance d'hier. Alors on voit bien que tout ça met quand même une pression relativement forte sur nos collègues de la gestion des infrastructures, où finalement toutes ces contraintes finissent par atterrir à un moment ou l'autre sur un bâtiment ou sur une infrastructure. Ça peut être une infrastructure technique ou informatique très forte. Mais donc, sachant ça, essayons quand même de se projeter quand même un petit peu dans l'avenir, avec peut-être une touche optimiste, même s'il faut bien avouer qu'hier, on se rendait quand même compte que, vu le niveau de nerfs de la guerre, et même avec beaucoup de créativité, mais il y en a déjà eu beaucoup dans l'histoire de l'université, ça ne va pas toujours être facile, et ça va être quand même la cause de multiples choix, arbitrages et renoncements.